Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Salut Julien! Salut Joël, t'as passé une belle semaine? Ouais, j'ai passé une belle semaine, toi? Super, je suis en forme. Écoute, je vais présenter pour la première fois, on va essayer ça, là, je vais présenter un peu l'épisode à tout le monde. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va parler du monde connu. Mm-hmm. Ensuite, tu vas nous présenter pas un texte cette fois-ci, mais des images. Ouais, j'ai fait un Joël. T'as fait un Joël. Ouais. T'as fait une création visuelle pour un balado. Exact, super bonne Je suis idée. tellement fier de toi. Et puis, mais avant tout ça, je voulais faire un erratum. Ouais, parce que ça a l'air qu'on fait des erreurs. Oui. On n'est pas des urbanistes, on n'est pas des archéologues, puis tout là. Fait que mais c'est tellement une erreur idiote. Dans l'épisode, je pense l'épisode sur les factions, j'ai parlé d'un empereur perse important. Puis t'as plugué sans le vouloir un personnage de Mortal Kombat. Exactement. Okay. J'ai dit Cyrax au lieu de Cyrus ou Cyrax au lieu de Cyrus, je sais pas. Mais Cyrax étant un robot jaune dans Mortal Kombat 3. Ouais. C'est le jaune? C'est le jaune. OK. Et je sais qu'il est dans d'autres Mortal Kombat plus tard, mais moi, je suis un gars de Genesis. Fait okay. que je suis arrêté au 3. Ouais, je suis pas mal sûr qu'il est là souvent. C'est un Mais il était pas là avant le 3. Hein? Fait que moi, je regarde la genèse du personnage. Okay. D'ailleurs, beaucoup de world building dans Mortal Kombat. Un jour, on en parlera. Ah, ben oui. Tout du world building poche, mais tout du world building. Ouais, en fait, le but de Mortal Kombat, c'est juste d'être capable de tout mettre dans le même jeu. Exactement. C'est de plus en plus vrai, là. Je sais pas ouais, j'ai vu des bandes annonces dernièrement, là, ils mettent des personnages de Invincible, il y a Superman. Mais c'est comme Smash Ultimate, là. Ouais, mais avec tout. Ouais, ok. Ouais. Okay. Fait que ton errata? Ben, c'était ça, je parlais d'un empereur qui s'appelle Cyrus le Grand, ou Cyrus II. Je l'ai appelé Cyrax. Parce que, ben, en l'honneur de notre robot ninja qui pitche des toiles d'araignée par le ventre favori. Ouais. Erreur que tout le monde fait. Là. Une erreur super fréquente. Ouais. Toi, t'avais-tu autre chose à ajouter? T'as-tu un erratum aussi? J'ai pas d'erratum, mais j'ai une plug à faire. Une plug? Complètement éhontée. Ouais, exact. Super. La sortie d'épisode concorde avec le premier spectacle de mon groupe de musique, mon orchestre. Ça tombe aujourd'hui ou... Non, dans 3 jours. 3-4 jours? Ouais, en fait, semaine prochaine. Ça s'en vient. Le spectacle, c'est le 10 novembre. Vendredi le 10. Puis, de ta nouvelle formation musicale. Ma nouvelle formation musicale qui s'appelle Au Voleur. C'est le 10 novembre à l'Assomption, à l'Oasis du Vieux-Palais. On se sauce. C'est notre premier spectacle. On prévoit une sortie d'album au printemps 2024. Mais en attendant, on voulait essayer la scène. On l'a pas fait encore. Fait que, ouais, c'est ça. Nice. À l'Oasis du Vieux-Palais. Normalement, je te dirais que ça ne me tente pas d'y aller et que je m'en calisse parce qu'on s'aime pas dans la vraie vie. Mais comme on est en ondes et tout, ben, je vais te dire... Je peux compter sur ta présence. Je serai là. Okay. Je vais t'encourager, mon ami. C'est fun. Ouais, on fait un rock métal, post-hardcore, punk, pesant, lent, mid-tempo. C'est en français. C'est dépressif et bien gras. Est-ce que t'es tout seul là-dedans? Non, c'est un groupe de musique? Ouais, c'est un orchestre. Je suis pas un orchestre, on est 6. OK. Ouais. Je nommerai pas les gars parce que ils ont pas donné leur... Ils n'ont pas donné leur accord. Mais on salue les gars. Oui, puis ils écoutent l'émission, fait que allô. Ah, ben oui. Ouais. Cool. Hey, est-ce qu'on embarque dans le vif du sujet? Let's go. OK. Le monde connu. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Dans le fond, on l'avait mis dans le lot de nos aspects démiurgiques principaux qu'on avait en tête. Ah, ben, tu sais, au départ, on s'est dit, il y a certains aspects démiurgiques qui gouvernent un peu les autres. Une fois qu'on va avoir parlé de ça, là, on va peut-être être plus en même de parler de tel truc. Ouais. Le monde connu faisait partie de ça, mais pourtant, le monde connu, c'est pas mal le résultat d'une pratique macroscopique démiurgique et non pas un point de départ, mais c'est parce que c'est tellement un résultat qui est important dans la pratique microscopique ou dans l'approche par personnage que tu veux savoir qu'est-ce que tes personnages connaissent du monde qui habite. Ouais. Puis ça, c'est souvent lié, très, très connecté avec qu'est-ce que le peuple
principal dont on parle connaît. Tu sais, c'est pas juste les personnages, c'est pas juste la personne, elle, dans son background, mais c'est qu'est-ce qui existe dans la société, qu'est-ce que les gens savent sur l'extérieur du monde connu versus l'intérieur du monde connu. Fait que c'est ça, c'est que quand on parle de monde connu, ça vient avec une idée que c'est la perspective d'une civilisation dans ton monde. Ouais. Fait que c'est pas juste le monde, le positionnement, la topographie, les villes, mais c'est comment les gens qui habitent dans ton monde perçoivent ce monde-là, puis même comment ils le délimitent, comment ils s'en servent, comment ils l'habitent. Comment, dans le fond, on est dans leurs souliers à eux. Ouais. Puis peut-être mon premier point là-dessus, ça serait justement de voir c'est quoi les approches qu'on peut avoir en tant que démiurge sur ça. Parce que tu peux décider de faire ça extra-diégétique, puis de travailler ton monde macroscopique, puis de faire du world-building pur et dur avec tous les éléments, puis de jamais considérer ce que des personnages perçoivent. Parce que t'as tout à fait le droit de faire ça. Entre autres, si tu fais de la démiurgie libre et pure, sans vouloir faire de narrativité dedans. Là. Tu fais comme, j'invente un monde. Fait que là, t'inventes chaque formation rocheuse, puis chaque baie, puis là, t'as un univers au complet, puis t'as peut-être un peuple. Puis ce peuple-là, ce que eux connaissent de leurs environs, tu le définis pas, tu définis la réalité des environs. Ouais. Mais quand tu fais ça, déjà, il y a un point, un moment donné, culturel, où tu te heurtes à l'idée du monde connu anyway, parce que tu vas dire, ce peuple-là a attaqué ce peuple-là, il y a eu une guerre, ils ont clairement connaissance de cet autre peuple-là. Mais il y en a un autre à l'autre bout du continent qu'ils n'ont jamais rencontré. Fait que eux, ils savent pas que ces gens-là existent, ils font pas partie de leur monde connu. Donc, on a ça ici, un point où tu es obligé de commencer à définir c'est quoi le monde connu, même quand tu fais quelque chose de purement extra-diégétique. OK. Mais j'avoue que moi, je l'associe beaucoup à l'aspect narratif parce que ça va créer de la tension, ça va créer... C'est une source de conflit parce que là, on sait pas... premièrement, il y a un aspect... Si on parle de monde connu, on parle de monde inconnu. Ouais. De savoir que pour un groupe de personnes dans ton monde, il y a des choses qu'on connaît pas. Ben déjà, tu crées de l'anticipation, du drame. Fait que je l'associe vraiment beaucoup à un truc narratif. J'avoue que dans une pratique pure, juste créer pour créer, peut-être que c'est une étape qui n'est pas nécessaire. Mais quand ton but, c'est d'amener une histoire dans ce monde-là. C'est sûr que tu vas avoir besoin de ça. Là. Ouais. Puis tu sais, ce qui va créer les limites du monde connu, c'est purement, la plupart du temps, là, je pense, facteur numéro 1, les distances. OK. Simplement. Ça peut être la distance réelle, géographique, mais aussi, je pense, distance temporelle. Tu sais, dans le monde connu, il y a aussi l'aspect des mondes inconnus dans le temps. Des choses qui se sont passées il y a tellement longtemps, qui font pas partie de ce qui est défini. On va croiser une ruine, on sait pas ça appartient à quel peuple. OK. Puis fait que je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Tu sais, on pense beaucoup géographie, puis je pense que c'est normal, puis c'est important qu'on en parle toute mode aujourd'hui de la géographie, mais Ouais. temporelle aussi. Il y avait une ancienne civilisation qui habitait ce lieu-là, puis on voit des vieilles routes anciennement pavées qui ont été comme complètement détruites, où on voit peut-être des collines, mais c'est pas des collines, c'était des pyramides, puis ils ont été... Tu sais, il y a une jungle qui a poussé par-dessus au fil des siècles où la civilisation n'existe plus. Puis nos personnages vont croiser ces éléments-là et peut-être finir dans une espèce de quête à la National Treasure, là, ou à la... Ouais. tu sais, de redécouvrir une ancienne civilisation, puis peut-être... ou les cités d'or, ou des choses comme ça, là. Je pense que ça aussi, c'est dans le monde inconnu. C'est super intéressant parce que j'avais vraiment... placer ma vision de notre thème d'aujourd'hui dans l'espace. J'avais zéro pensé au temps. Mais c'est vrai que avant l'apparition, mettons, de l'archéologie, puis tu sais, daté au carbone, là, tout ça, ben, on n'a pas vraiment moyen de faire ce trajet-là, cette distance-là dans le passé pour expliquer ces civilisations-là qui étaient là avant nous. On peut s'imaginer que dans notre monde imaginaire, c'est la même chose. Mais quand on parle de distance dans l'espace, y a-t-il une façon
de déterminer c'est quoi l'espace qui fait que là, on est dans un monde inconnu. Écoute, si j'y allais purement en termes macroscopiques, là, puis expliquer les choses avec tous les autres facteurs de la démiurgie, je te dirais que, par exemple, ce qui délimite les distances parcourables par le peuple concerné, ça va être, mettons, une question comme est-ce qu'il y a une domestication d'une faune comme un cheval qui permet... Tu sais, c'est des affaires de même. Fait que, est-ce que... C'est quoi la faune que tu as inventée pour ton monde? S'il y a un animal qui peut être domestiqué comme ça, est-ce qu'il a été domestiqué? Si oui, par quel peuple? Puis, une fois que tu es dans ce peuple-là, ben, c'est ton peuple principal qui est en train de suivre. Ben cool, ben, les distances de leur monde connu sont fortement influencées par la vitesse à laquelle cet animal-là va ou les limites géographiques. Puis là, c'est des limites géographiques de base, c'est-à-dire on va avoir le relief qui, tu sais, il y a des grosses montagnes, fait qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord des montagnes. Les plans d'eau, hein, un grand océan, oublie ça, on sait pas c'est quoi qu'il y a de l'autre bord. Un désert, une zone polaire. Okay. Ou peut-être carrément de la magie là, qui empêche, tu sais, une espèce de bulle tu sais, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dans cette région-là, le cimetière d'éléphants. Ben, c'est presque comme ça de toute façon quand on remonte dans le passé de notre monde à nous. Quand il y avait des endroits qu'on pouvait pas atteindre ou quand il y avait... Ben, on trouvait un petit peu une solution passe-partout magique, là. Ouais. Genre, ben, il y a un anneau d'eau qui entoure les 3 continents qu'on connaît. Oui, c'est ça. Puis, that's it. Puis il y a rien d'autre. De l'autre côté, il y a des dragons. Fait qu'on n'y va pas. Dans le fond, c'est juste qu'il y avait pas encore le niveau technique de passer par-dessus ces obstacles-là. Exactement. Au niveau de la navigation, mettons. Justement, le niveau technique, ça aussi, ça influence les distances du monde connu. Le cheval, c'est un niveau technique, hein? Ouais. Mais après ça, tu peux te demander, tu peux te demander carrément, là, c'est quoi la grosseur de tes sentients? Si tes personnages principaux que tu suis, c'est des fourmis, leur monde connu est minuscule. Ouais, OK. Si c'est des géants, leur monde connu est immense. Juste naturellement, ils vont faire ce genre de déplacement-là. Fait que si tu remontes à construire ton univers, ben la densité de ta planète va influencer la gravité de ta planète, qui va influencer à quel point les bébites deviennent grosses ou petites sur la planète. Fait que tu sais, une planète avec une grosse gravité, t'as des petites créatures. Une planète avec une basse gravité va avoir des très, très grandes créatures. Et donc, le peuple sentient qu'on suit, les gens doués d'intelligence, ben ils sont immenses. Les distances parcourues vont être immenses. Fait que le continent au complet fait partie du monde connu. Mais genre, si t'as un tout petit peuple, c'est juste une... Fait que c'est la même question que pour le cheval, mais c'est même un peu plus poussé, là. Ouais. Un peu plus même fantaisiste. Même le cheval, mais après ça, on vient avec les véhicules motorisés, les avions, les navires, les... Ouais. Okay. Fait que là, est-ce que la technologie s'est rendue là? Est-ce que les navires sont bien développés? Puis, si oui, ben c'est parce que quelque part, il y a des matériaux qui permettent de construire des navires. Il y a des milieux côtiers qui sont habitables. Tout ça dépend des marées puis des courants que tu as choisis pour ton monde. Si tu veux rendre ça super crédible, faut que tu ailles faire comme le travail de planétologie quasiment pour te donner ces informations-là. Sinon, tu y vas avec la règle 0. Puis tu te dis, c'est comme notre monde. Fait que moi, je place ça à une époque genre napoléonienne. Fait que les navires peuvent faire une traversée d'un océan. Okay. Ils sont capables. Fait que tu sais, des fois, tu rends les choses simples, mais si tu veux faire le vrai travail, le gros legwork, oui, il faut que tu définisses toutes ces affaires-là pour arriver à c'est quoi les véhicules, puis même chose pour aérien, tu sais, parce que tu peux dire qu'une technologie de vol a été développée, de l'aviation a été développée vraiment plus tôt dans ton arbre technologique si la pression atmosphérique est plus grosse puis que l'air est plus dense. À ce moment-là, l'avion peut les règles de l'aérodynamique s'appliquent plus facilement à n'importe quel bolide aérien. Puis, fait genre, tout dépend de l'atmosphère puis combien d'azote qu'il y a dans... Tu sais, si tu veux aller là, ça te donne un monde connu avec des limites différentes. Ouais. Sinon, on travaille la règle 0 puis on passe tout de suite à la prochaine étape, tu sais. Ben, on va en parler un peu plus quand ça va être le temps de ma création, mais il y a aussi en tout cas, moi, je me suis retrouvé à faire le travail inverse quand même assez souvent. Genre, il y a de l'eau, là, puis je veux pas que ma civilisation ait le moyen de traverser cette eau-là. Fait que je me suis mis comme une petite note en bas de page, là,
il faut que je trouve une raison quand je vais être à ma planétologie Ben oui. pour que cette eau-là soit violente, qu'il y ait des marées infranchissables, ou même topographiques, tu sais, qu'il y ait des comment t'appelles ça, des hauts fonds. Ouais, les hauts fonds. Bon, ou Ouais. avoir une raison. Fait que là, il faut que je me la trouve après, cette raison-là. Ou tu peux nerfer leur capacité navale. Ah, ben oui. Tu peux descendre, tu peux baisser leur... Tu sais, ce peuple-là a vraiment pas beaucoup développé... Puis pourquoi il aurait pas beaucoup développé des bons bateaux? Ben, probablement qu'il y avait du succès dans leurs expéditions terrestres. Fait qu'ils ont jamais eu besoin de développer les bateaux. Ou quelque chose de même, tu sais. Ouais. Je pense que pour moi couvrir ce que j'ai à dire sur le monde connu, il y a comme quelque chose que dans ma recherche je me suis beaucoup intéressé. Je fais c'est quand même intéressant d'aller là, c'est de dire si on parle d'un peuple puis de ce qu'il connaît puis de comment il va le cartographier, comment il va en parler, comment il va avoir des contacts, des relations avec l'autre. Ça part avec la fenêtre de Johari. Tu connais-tu? Je ne connais pas la fenêtre de Johari. Un concept, je sais pas, philosophique, mais pas philosophique, mais de plus épistémiologique, genre sur la relation à ce qu'on connaît versus ce qu'on connaît pas, qui a été développé dans les années 50, puis qui a été popularisé beaucoup par une réplique de Donald Rumsfeld en parlant suite à la guerre de l'Irak. OK. Puis en fait, c'est de voir c'est quoi le connu-connu, le connu-inconnu. Ça dit quelque chose? Ben, known en fait, non-unknowns. Je pense que j'ai entendu le nom dans un épisode de Fringe. Hein? Ça se peut-tu que Walter Bishop donne ce nom-là à son invention qui lui permet de voir le spoilers pour Fringe, là, mais qui donne une vue sur un univers parallèle. C'est carrément une fenêtre, puis quand il envoie une énergie massive dedans, ben là, de l'autre côté de cette fenêtre-là, il voit comme il y a un premier regard sur cet autre univers-là. Écoute, je m'en rappelais plus, mais j'ai vu Fringe, puis je me rappelle de ça, puis oui. Oui, hein? OK. Oui. Ça s'appelle de même. Fait que Denethor, c'est ça son vrai nom, hein, en passant. Tu l'as appelé Walter Bishop, mais il s'appelle Denethor, puis il mange une tomate. Oui, c'est vrai. Ben, il dit... il construit cette affaire-là, puis il appelle ça de même, puis clairement, c'est... En l'honneur de ce concept-là. Ouais, en l'honneur de ce concept-là. Okay. Fait que ce concept-là, c'est tu divises en 4 cadrans la connaissance. Un cadran qui couvre ce qui est connu, mais ce que tu sais qui est connu. Puis c'est ça la particularité, c'est que c'est plus juste 2 affaires. C'est plus juste le connu puis l'inconnu. Il y a le connu. Je sais que je connais ça. Puis un exemple, dans le monde connu traditionnel, mettons en Europe, ben le connu, c'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est la Libye aussi, que l'Égypte, etc. Okay. Ils connaissent pas l'Afrique au complet. Ils connaissent ça, tu sais. Fait que tu vas voir ça sur des maps. Tu vas voir Europe, Asie, Libye. Ou Europe, Asie, puis là, il est écrit Égypte ou quelque chose de même. Ouais. Ça se limite à ça. La carte d'Anaximandre, puis après ça, la carte d'Ératosthène, fait que des classiques grecs, c'était des cartes qui est juste écrit ça, puis ça couvre juste ça. Première carte en T, là, puis je sais que tu voulais en parler des cartes en T. On gardera ça pour tantôt, mais... mais c'est ça, c'est le connu, tandis que il y a des choses qui sont à l'extérieur de tout ça, puis Anaximandre, quand il fait sa map, il s'en doute bien. Fait que ce qui est à l'extérieur de ce qui est connu, mais il s'en doute, c'est de l'inconnu connu. OK. Je sais que je connais pas ça. Ça existe, je sais pas c'est quoi. J'ai entendu parler d'un royaume lointain. OK, il y a quelqu'un qui est revenu à un moment donné d'une route de commerce puis qui a parlé de ça. Ouais. Je l'ai pas vu, mais... Ouais. Ça, c'est souvent, c'est le Here Be Dragons, un peu, c'est ça. C'est comme, on sait que dans ce coin-là, il devrait avoir quelque chose, mais n'allez pas là, c'est dangereux, ou on sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a là. Fait que c'est la Terra Incognita qui est sur la map. Quand il est écrit Terra Incognita. Ouais. Puis tu dis, c'est quoi que j'ai là? On sait pas, mais il y a de quoi. OK. Il y a du monde qui arrive de là. C'est comme une zone tampon, finalement, entre ce que tu connais puis ce que tu as zéro connaissance. Là. Exactement. Okay. Fait que c'est ce que tu sais que tu ne connais pas. OK. Après ça, ces choses-là vont apparaître sur ta map. Peut-être une map du monde connu ou peut-être une map du monde connu avec une reconnaissance que je ne connais pas telle autre région. Fait qu'il y a un autre... Puis ça l'a amené ça beaucoup à la 3e fenêtre qui est du connu-inconnu. Des choses que tu penses que tu connais, mais qui n'existent pas pour vrai. Donc, sur des maps, tu vas avoir des choses qui ont été mal recensées ou qui ont été imaginées, puis que dans la vraie vie, n'existent pas du tout.
Donc ça, c'est une erreur de la part du cartographe ou de la part du peuple qui imagine cette map-là. Fait que tu vas avoir, mettons, écoute, l'île de Thulé. Connais-tu l'île de Thulé? Non. C'est un truc à l'époque des classiques, puis de l'Europe, de l'Antiquité, puis de l'Europe médiévale aussi. Il y a tout le temps une île au nord de l'Angleterre qui s'appelle Thulé, puis qui existe juste pas. Puis Okay. elle était sur toutes les maps, tout le monde la mettait, puis il disait « Ah, il y a un peuple qui vient de là, etc. » Fait qu'on pense que peut-être c'est l'Islande, peut-être c'est la Norvège, mais ils savaient pas que c'était relié au continent, mais... Fait que c'est juste... Genre, je pense que je connais ça, mais ça n'existe pas du tout. C'est comme une erreur que quelqu'un a faite une fois, puis après ça, on a juste continué de la refaire. À chaque fois qu'on faisait une carte, on se fiait sur cette personne-là qui avait... Exactement. Okay. Puis il y en a beaucoup des exemples de ça. Si tu regardes des vieilles maps, les îles Nimrod, ça existe pas. La Corée, c'était une île pendant très très longtemps sur les maps européennes qui découvraient l'Asie, etc. La Corée, c'est une île. Jusqu'à ce que maintenant on découvre, non attends, monte un peu au nord, puis c'est connecté ça. Fait que ça, c'est des éléments de ce qu'on pense qu'on connaît, mais à tort. Fait que ce carreau-là de la fenêtre de Johari, ce carré-là de la fenêtre de Johari, c'est une erreur, finalement. C'est absolument une erreur. OK. C'est quelque chose que t'es convaincu que tu sais, mais que tu sais pas. Fait que c'est de l'inconnu, mais t'es sûr que tu le connais. Ouais, OK. Puis finalement, il y a l'inconnu inconnu, la partie qu'on n'a même pas imaginée, qu'on pense qu'il y a rien, puis c'est ce qu'on sait pas qu'on connaît pas. C'est 2 niveaux de non-connaissance. Fait que l'Amérique, pour tout le monde antique, c'est vraiment de l'inconnu inconnu. Ah ouais, OK. Il y avait même pas de... C'est comme... La découverte était une surprise, finalement. Ouais. On le savait pas pantoute que c'était là. Ça fait partie de mon inconnu. Tellement une surprise qu'on a pensé que c'était pas l'Amérique. On a pensé que c'était l'Indonésie. Ouais. Est-ce que, justement, c'est une belle opportunité dans ta démiurgie, l'inconnu inconnu, pour avoir aucune limite, puis, tu sais, comme profiter de cet inconnu-là pour introduire des concepts absolument étrangers à ta civilisation, puis... Ben oui. Ben je pense que oui. Okay. Je pense qu'il y a moyen de... Parce que, c'est ça, si on parle du monde connu, c'est cool, mais pour moi, ça vient avec toutes ces autres facettes-là. Fait que notre connu-inconnu, mettons, mettre des îles fantômes, que finalement, les personnages partent à naviguer pour trouver ces îles-là, mais ils ont juste été mal mappés, puis il n'existe pas ces îles-là. Fait que là, tu te heurtes à quelque chose là-dedans, les personnages, ils tombent sur un wild goose chase, là. Ils s'en vont voir quelque chose qu'ils trouvent pas. Ou ils continuent leur chemin, puis ils pensent qu'ils vont mourir morts dans l'océan. Finalement, ils arrivent, puis ils découvrent un nouveau continent au complet. De l'inconnu inconnu de leur civilisation devient du connu pour nos personnages principaux. Ouais. Eux sont fish out of water, sont dans le wild, ils vivent quelque chose de complètement neuf, complètement différent, auquel ils ont jamais été préparés. Là, t'es dans le vrai inconnu. C'est le cas dans beaucoup, beaucoup d'histoires de poissons hors de l'eau, où ce que Alice, elle savait pas là, qu'il y avait ça dans le trou du lapin. Là. Ben non. T'sais, fait que genre, là, on découvre quelque chose de complètement neuf qu'on s'y attendait zéro. T'es dans l'inconnu inconnu. Ouais. C'est vraiment bon. Si je résume, dans le fond, c'est un peu comme la charte des alignements de Donjons Dragons. T'as le côté qui est connu. Ça, c'est ce que ta civilisation sait. T'as le côté qui est l'inconnu connu. Je le sais qu'il y a ça là-bas. Je le connais pas vraiment parfaitement. Je saurais pas te dire par où passer, comment t'y retrouver. Mais je le sais que de l'autre côté de ça, j'ai entendu mon chum qui m'a parlé de ça l'autre fois, puis il y a ça qui existe. Il y a le connu-inconnu qui est « je me suis trompé ». Je pensais qu'il y avait quelque chose là, je l'ai mis sur ma carte, mais il n'y a rien. Et tu as l'inconnu-inconnu qui est vraiment comme « je m'attendais pas à ce que ça existe ». Puis j'étais bien surpris de tomber dessus. Exactement. Fait que tu sais, quand tu fais une map du monde connu, puis tu gardes tous ces éléments-là en tête, tu peux mettre des harengs rouges dans ta map qui sont du connu-inconnu. Ou tu peux mettre des éléments où il y a des gros monstres, puis tu dis, là-bas, allez pas là, c'est dangereux, on en a entendu parler, puis ça, c'est du connu, de l'inconnu connu, etc. Ben, c'est mélangeant, hein, tous ces mots. Ben là, c'est parce qu'on voudrait qu'on se trouve une meilleure... On dit en rafale, puis connu, ouais. Mais c'est du beau jus pour
pour un jeu de rôle. Mhm. Parce que là, tu donnes une carte diégétique à tes joueurs. Eux autres, ils pointent de quoi c'est la carte, puis ils disent, bon, on va aller voir ça. Puis finalement, Vraiment, c'est ben pas oui. là. Parce que c'est du connu-inconnu. Mhm. Ou, mieux encore, il y a quelque chose de connu sur la map, ou un inconnu connu. Ah, il y a quelque chose là, on va y aller. Puis sur le chemin, tombe sur quelque chose qui était complètement inconnu, qui était pas sur la carte. Et aussi, il faut penser que ces choses-là, c'est émique ou éthique. C'est émique. Ça veut dire que ça vient de l'intérieur. Ça vient d'un peuple en particulier. Ça vient pas, mettons, d'un autre peuple. Ça vient spécifiquement du peuple des personnages. Fait que eux, quand ils quittent, puis peut-être sur leur chemin, ils croisent un autre peuple qui ont fait leur propre map, ils peuvent peut-être avoir une carte différente de cet autre peuple-là qui contredit ce qu'eux, ils ont sur leur carte. Parce que chaque peuple va avoir son propre monde connu. Qui contredit ou qui corrobore. Ouais. Malade. En fait, Et peut-être même qui corrobore à tort. Peut-être. Hein? Peut-être qu'il corrobore des îles fantômes. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que ça existe. Parce qu'une sommité, un moment donné, l'a mis dans sa map. Puis tout le monde a suivi ça. Fait que tu peux genre avoir des personnages qui sont vraiment convaincus. Là. Non, attends. Tout le monde dit que ça existe. Puis c'est quand même fake. Ah ouais. C'est super important, hein, les cartes dans le jeu de rôle. Là. Ouais. Ouais. Fournis-en à tes joueurs, donne-en de différentes sources. Mets des erreurs dedans, mais ouais. Puis juste avec une carte, des joueurs arrivent avec des intentions puis des missions personnelles. Tu sais. Ouais. Juste en regardant une carte, tu fais comme « Ok, mais je vais aller dans le coin à droite, là. Check le coin à droite. Je vais aller là, là. » Fait que genre, je sais pas qu'est-ce que le maître de jeu est en train de proposer comme quête, mais je m'en fous. Moi, je vais aller là. Pourquoi il y a regarde la rien dans le coin à droite? Oui, c'est c'est ça. suspect qu'il y a rien dans le coin à C'est droite. suspect. Ouais, c'est ça. Puis on parle de joueurs, mais aussi, si tu mets une carte dans ton roman fantasy, ça crée la même anticipation à ton lecteur. C'est comme un classique, là, de t'ouvres le livre puis il y a une carte au début. Là. Mm-hmm. Cette carte-là, d'après toi, devrait-tu être comment dire ça? Juste comme dans l'absolu. Ça, c'est la carte du monde. Ou Ouais, ou elle devrait faire partie de cet aspect-là. C'est tellement une grosse question, puis j'ai jamais été capable de prendre de décision sur ce que je veux faire personnellement dans Gadin. Je sais pas. Ouais, c'est difficile. Parce qu'il y a toujours le contexte, l'origine de la carte et de quel point de vue. Mm-hmm. Fait que, est-ce que tu penses, toi, que dans le Seigneur des Anneaux, notre carte est complète puis est absolue? Ben, elle est pas complète parce que ça couvre pas une planète au complet ou ça couvre pas un monde au complet. Okay. Fait que tu sens qu'il y a l'objet même incite à comprendre que il y a quelque chose passé le sud Arad au sud de la map. Il est écrit Arad, sud Arad, puis après ça, on sait pas qu'est-ce qu'il y a parce que clairement, il n'y a pas comme une côte qui délimite que c'est de l'eau. Fait qu'il y a d'autres mondes qui vivent plus au sud, puis on les connaît pas. Ouais. Fait que cette map-là, elle couvre pas tout. Elle couvre la Terre du Milieu, intéressante pour notre histoire. Tu sais, elle couvre le Battleground. Mais est-ce qu'elle est faite à l'intérieur de l'histoire? Tu sais, selon le légendarium, le lore de Tolkien, non. C'est pas fait par un elfe en particulier. C'est pas dit de même. OK. C'est comme c'est censé être une carte absolue. Mais elle est quand même juste une carte du monde connu. Ouais. Essaye de trouver une map complète de tout l'univers d'Arda. Puis ça existe, mais c'était des petites esquisses que Tolkien a faites sur le coin d'une table. Puis c'est jamais quelque chose d'officiel. Mais je pense qu'il y a peut-être là la réponse. Tu sais, sachant que tu campes un récit dans un monde, peut-être que la carte que tu devrais fournir, elle devrait être juste... Ce qui concerne le récit. Exactement. Puis laisser garder le reste dans ta poche. Ouais. Il y a ça un peu là, dans les génériques de la télésérie Game of Thrones. Ouais. Je pourrais jamais ça, moi, l'écouter, même si c'était tout le temps le même, parce que c'était pas tout le temps les mêmes villes qu'on voyait se construire. Non, c'était les villes qui allaient être dans l'épisode. Exact. Ça, je trouvais ça génial. Fait que je pense qu'il y a ça à mettre au début d'un livre, tu sais, ou même à mettre au début d'un chapitre, à la place de tout le temps être obligé de revenir au début de la carte pour faire « Ouais, c'est où ça? De vraiment mettre comme « Gars, ça se passe là. C'est ça qu'il y a là, c'est ça qu'il y a autour. » Mais c'est vrai que c'est un coup de maître de la part des showrunners de Game of Thrones, qu'ils n'ont pas juste des coups de maître derrière la cravate. Non. Ouais, faut le dire quand ils font un bon coup quand même. Là. Mais ça incite à regarder le générique. Parce que si c'était un beau générique, mais c'est tout le temps le même,
j'ai le goût de le passer, surtout que de nos jours, avec les applications, ça nous permet de le skipper d'un coup. Ouais. Là. Mais si c'est juste comme les éléments qui concernent l'épisode, ça fait quelque chose d'intéressant à regarder. Tu fais comme « Oh, cette fois-ci, on va voir Sunspear. Wow, ça veut dire quelque chose qui se passe à Dorne avec les personnages de Dorne que j'haïs. Ouais. » Après ça, en passant, je les haïs pas parce que c'est des mauvais personnages, je les haïs parce que c'est toute la pire séquence de la série télé. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai des fortes opinions sur Dorne. Ah bon, ok. En tout cas, peu importe. Mais c'est ça me donne le goût de regarder ce qui va arriver dans cet épisode-là. Ouais, absolument, ben oui. Fait que, ouais. Si tu permets, moi, j'ai fait quelques petites recherches de mon côté aussi. Ouais. T'es allé vraiment sur l'histoire des maps, là, Ben, c'est que pour moi, ça vient avec un petit peu une ligne du temps, le monde connu, parce que tu peux te camper dans... dans le fond, c'est une photo un peu de Ouais. l'époque. Moi, à cette époque-là, cette civilisation-là, ben, ce qu'elle connaît de son monde, c'est ça. Puis là, on avance de quelques centaines d'années. Hop, là, finalement, ça a changé. Puis tu sais, on peut le faire avec notre monde à nous. Puis même qu'il y a eu des moments où ce qu'on connaissait a rapetissé. Tout d'un coup, on connaissait des choses, ça s'est perdu, c'est revenu. Puis ce qui m'a vraiment attiré, ce qui a capté mon attention le plus, c'est cette notion-là que nous, on a une représentation très cartésienne, là, excuse le jeu de mots, mais on imagine toujours nos cartes d'un genre une vue d'oiseau, les points cardinaux bien placés, les proportions bien gardées. on a été conditionné à ça. Là. Exact. Puis quand on consulte une carte, c'est à ça qu'on s'attend. Quand on crée une carte, c'est à ça qu'on s'attend. C'est ça qu'on va créer, finalement. Mais quand on remonte dans le passé, on remarque que ces concepts-là, ben, premièrement, la vue de vol d'oiseau n'était pas vraiment ce que c'est aujourd'hui. On pouvait grimper, on pouvait atteindre le sommet d'une structure, on pouvait atteindre le sommet d'une montagne, mais de là à dire qu'on a une représentation fiable de ce que c'est à vol d'oiseau un territoire, ben, on pouvait pas vraiment se fier là-dessus. Puis les cartes adoptaient souvent une façon, une organisation qui est pratique. Mm-hmm. Je te donne un exemple, la table de Peutinger. Mm-hmm. On en a parlé un petit peu avant, on fera pas comme si on savait pas c'était quoi, mais ça se trouve à être... Explique-le quand même, parce que moi, avant qu'on en discute, j'avais jamais entendu parler de ça. Ah, ok. Ben, la table de Peutinger, c'est une copie, si tu veux, d'une carte ancienne romaine. La table de Peutinger, elle vient comme quelque part 13e siècle, là. Fin 12e, 13e siècle. C'est pas l'original. C'était à l'époque déjà une copie d'une ancienne carte romaine. Cette carte-là, elle est sur 11 parchemins d'une trentaine de centimètres de haut. Puis quand on met les parchemins bout à bout, ça nous donne à peu près 7 mètres de carte. De gauche à droite, d'ouest en est. Puis la distorsion qui est présente sur cette carte-là, dans le fond, elle nous vient du fait que c'est une carte du réseau postier de tout l'Empire romain. Ah ouais! C'est pour ça que c'est fait de même, parce qu'ils s'en foutent de l'eau. Fait que des mers qui seraient normalement comme très, très vastes sont réduites à juste... Ils ont l'air des rivières. Ouais, on la mettra peut-être en image dans les chapitres, mais c'est vraiment une ligne droite, de gauche à droite. Et là, on retrouve toutes les grandes villes de l'Empire, mais aussi dans le détail, toutes les petites villes, toutes les routes. Dans le fond, c'est qu'on a 200 000 km de route sur ces 11 parchemins-là. La distorsion, elle vient vraiment du fait que c'est compressé pour que la route s'étende vraiment de gauche à droite. Ce qui fait que la personne qui a cette carte-là, ou la personne qui se fie sur cette carte-là pour son voyage, mais elle, quand elle marche, elle a quand même l'impression qu'elle suit une ligne droite, tu sais, elle suit son chemin, elle sait qu'elle va toujours avoir tel repère à sa droite, tel repère à sa gauche. Mais nous, quand on la consulte, elle fait aucun sens pour nous, parce que les éléments topographiques sont réduits, les distances, surtout nord-sud, sont pas respectées. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Ouais? Non? Ça aurait été bizarre que ça... Ouais, c'est ça. Oui, je sais à quoi ça te fait penser, mais non. La carte de la STM. Exact, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est les réseaux de métro de façon très systématique. En réalité, c'est déformé là, sur la vraie
forme de l'île de Montréal, puis de l'île Jésus, puis de Longueuil. C'est absolument ça, en fait. C'est vraiment le même principe qui est appliqué. C'est juste que Peutinger est vraiment plus déformée, puis elle est plus baroque aussi, elle donne mal aux yeux. Et puis elle est beaucoup plus détaillée que... Mais ouais, c'est vrai. Puis je pense, tu vois, ça me fait penser que ce serait intéressant, ce genre d'organisation-là comme travail préliminaire avant de faire une carte précise de ton monde connu. La carte du métro, tu sais, dans le fond, c'est... Cette station-là est reliée à cette station-là. Ouais. Cette station-là est centrale. Et fait que tu peux vraiment comme toucher au monde connu de tes différentes civilisations. Tu pourrais placer au centre un point qui est en contact avec plein de choses, mais placé à des extrémités. Tu sais, un peu comme... Comme un réseau d'idées, tu sais. Exact. Sans égard à qu'est-ce qui sépare tes lieux, qu'est-ce qui... Après ça, tu mettras des raisons. C'est intéressant comme procédé. Tu pars de ça, tu dis, ben cette ville-là, je veux qu'elle soit vraiment connectée avec telle autre ville, mais pas avec telle autre. Puis là, après ça, quand tu fais ta vraie cartographie, tu dis, ben c'est là qu'il y a une montagne. Ouais. Ça bloque les deux villes, puis ils sont connectés à travers l'autre ville. C'est pour ça que l'autre ville devient très grosse. Ouais. Puis ça a un équivalent dans le jeu de rôle, ça s'appelle un point crawl. C'est qu'à la place de faire une zone vraiment difficile à faire, si tu veux faire le moins de prep possible, tu fais un point crawl, tu vas placer tes lieux sur des points. Même la navigation dans un donjon, là, tu sais, le corridor tourne à gauche, à droite, fait un zigzag, ben à la place, t'as ta pièce 1. Il y a un point qui la relie à la pièce 2. Mais c'est exactement comme les overworld des platformers. Là, oui, Super Mario. Dans Super Mario, là, ou dans Donkey Kong aussi, c'est plus comme un Donkey Kong Country, là, où t'as genre toute une ambiance de jungle, mais t'as un chemin puis tu peux pas rentrer dans la jungle, t'as juste un chemin avec des points, puis tu vas là, puis t'es obligé de passer à travers le prochain tableau pour aller à l'autre après. Puis... Mais c'est que cet espace-là, si ta carte, elle te sert seulement à toi, comme créateur, la gestion dans l'espace mental de comment les lieux sont placés puis comment on se promène d'un à l'autre, le cerveau de ton lecteur ou du joueur qui est assis à ta table dans un jeu de rôle, il va remplir cet espace-là. T'sais. Toi, ça te permet juste d'avoir tes choses vraiment bien organisées. Fait que ouais, la table de Peutinger, man, c'est la carte de la STM. T'as dit qu'on allait la mettre en vignette, là. Mais j'ai tellement peur de ce que ça va... Parce que c'est 7 mètres de long par 30 cm de haut. On va être obligé de mettre juste un parchemin. On mettra celui avec Rome, là, puis... Ouais. Mais ouais. Puis l'équivalent, en fait, encore plus simple, c'est la carte en T, là, ou en TO. Ou comme tu disais tantôt, on avait l'Europe, la Libye, l'Asie. Puis là, on vient les placer de chaque côté d'un T. Ouais. C'est comme... un à gauche, un à droite, un en haut de la barre horizontale, puis autour, c'est juste un anneau d'eau. Ben, c'est une façon comme super simpliste d'organiser le territoire connu, mais c'est quand même une référence qui a duré quand même assez longtemps, puis pour une majorité des gens, c'était ça le monde. Parce que l'utilisation numéro 1 d'une carte, c'est se déplacer, savoir où aller, visiter, s'orienter. En général... t'atteins tout ça avec... Tous ces objectifs-là sont atteints avec ce genre de cartes-là. De nos jours, on utilise des cartes pour beaucoup d'autres choses. Tu sais, savoir exactement il est où le gisement de pétrole. Tu sais, on a besoin de précision. À cette époque-là, il y avait besoin d'orientation, pas de précision. Je pense que la personne moyenne se déplace plus aujourd'hui. Tu sais, dans le sens où si on remonte au Moyen-Âge, un paysan devait pas, premièrement par le fait qu'il travaille la terre, ben, quittait pas vraiment sa terre, quittait pas vraiment son territoire. Oui, fait que c'est sûr que cette personne-là, de savoir est où l'Afrique, puis est où l'Asie, ben, s'en foutait, là. Exact. Elle n'avait jamais entendu parler, en fait. Tu sais, de nos jours, on a cette... tu sais, le monde est rendu petit. On connaît tout Marco Polo parce qu'il a fait ça à une époque où personne d'autre le faisait. Mais combien de personnes... du Québec sont allés en Asie dans les 10 dernières années. On connaît pas leur nom. On s'en fout. Ouais, mais c'est moi, pas des grands explorateurs, c'est juste des touristes. Ben, moi, j'ai déjà joué à Marco Polo, par exemple. OK. Ouais, dans ma piscine. Est-ce que tu penses que ça compte? Ben, ma piscine, c'est un peu une carte hantée, tu sais. OK. Ouais. OK, bon. Va falloir que tu te défendes là-dessus. On parle-tu de ma création? Ouais, je pense qu'on serait rendu à ça. Let's go! Donc, ce mois-ci, excuse-moi, cette semaine... Ouais, faudrait pas que les gens qui nous écoutent pensent qu'on enregistre... Une fois par mois. Ouais.
Cette semaine, tu nous as livré 2 images. Ouais. Fait que, plutôt que faire de l'audio comme d'habitude, tu as fait du visuel. J'ai fait du visuel, ouais. Et puis, ces 2 images-là couvrent le même espace, donc sont comme complémentaires l'une à l'autre. Mais ils parlent de choses différentes. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu veux... Comment qu'on procède? Excuse-moi, c'est tout le temps toi qui le fais, là. Moi, je le fais jamais, ça. Ouais, d'habitude, j'ai fait la description à l'audio pour les gens qui voient pas. Je peux la faire, la description. Non, je peux la faire. Tu décris mes affaires, je décris tes affaires. Okay. Puis après ça, tu me dis ce que j'ai oublié ou les éléments qui n'ont pas de sens. OK, on commence-tu par Terra Cognita, là, mon réseau avec des... Faisons ça. Des villes, puis... Oui. Donc, alors, on a une carte ici avec... en bas, il est écrit « Le monde connu ». Donc, clairement, tu t'assumes là-dedans. C'est le monde connu. Et puis, avec une rose des vents, mais non identifiée. Fait qu'on ne sait pas si c'est nord, sud, est, ouest. J'imagine que le nord est en haut, mais ça se pourrait que tu nous fasses un non, et que tu décides que c'est pas ça. Ça serait aussi légal. On a ce que je pense être une masse terrestre entourée d'eau. Mais sur la première fois que je l'ai vu, j'ai pas compris que c'était de l'eau. Je pensais que c'était de l'inconnu. OK. Mais là, après ça, j'ai fait « Ah non, OK, il y a même des petites ridules d'eau autour d'un rocher. Donc, ouais, c'est vraiment une masse terrestre. Donc, c'est une péninsule, ce monde-là. Ça, c'est comme dans le choix de mes couleurs, un peu, là, que c'est pas clair qu'est-ce qui est de l'eau puis qu'est-ce qui est de la terre, parce que c'est un peu comme sur un papier parchemin beige. Exactement. Ouais. Mais j'ai pas tort en disant que c'est de l'eau. Exactement, c'est une péninsule. Ouais, c'est une belle façon de le dire. Cool. Donc, c'est une péninsule. Et puis, à l'isthme de la péninsule, il y a Valterreur. Et à gauche de ça, il y a ce qui semble être du Fog of War. Ouais, Carrément exact. du Fog of War. Ce qu'on a à gauche, c'est clairement ce que j'appellerais de l'inconnu connu. C'est une terra incognita. Ouais. Il y a des nuages, on sait pas qu'est-ce qu'il y a là, mais on va le découvrir si on y va. Et puis, dans la péninsule, c'est le monde connu. Donc, Valterreur, tu nous as fait une espèce d'icône de village. Mm-hmm. Si on suit le chemin, ça descend vers le sud-est à travers la péninsule, et puis ça rentre entre ce qui semble être comme des formations rocheuses au nord et au sud. Ouais. Et puis, ça mène à une place qui s'appelle l'Exil. Mm-hmm. C'est une tour. Après ça, on part de l'Exil, par exemple, vers le nord-est, plutôt le nord-est-est, pour arriver à une place qui s'appelle les Galeries, qui est sur le bord des formations rocheuses et qui, en soi, a l'air d'être faite à partir des formations rocheuses elles-mêmes. Ouais, c'est comme des cavernes, finalement. Là. C'est comme des cavernes. Une entrée dans les montagnes ou dans ces structures rocheuses-là. Mm-hmm. Ouais. Puis tes lieux sont tous de la même couleur, une espèce de Bourgogne, terracotta, je sais pas. Ouais. Et donc, c'est facile de remarquer, de comprendre que c'est des points, c'est vraiment une carte par point. Ouais. Donc, on a ce point-là qui est Valterreur, ce point-là qui est l'Exil, puis ce point-là qui est les Galeries. De là part un autre chemin vers le sud. En passant, quand je dis chemin, c'est une ligne droite noire que j'imagine être une route. Ouais. Ou une façon de représenter que c'est un lien d'une façon ou d'une autre. Même, je le vois vraiment comme une route, simplement. Ouais. Puis, des Galeries, on part vers le sud pour arriver à une place qui s'appelle le Colisée, que j'imagine être carrément juste un Colisée. Peut-être qu'il y a plus autour du Colisée, ou peut-être c'est un Colisée en plein milieu de rien. Je sais pas. Et puis, pour arriver là, il a fallu traverser une rivière. Donc, il y a une rivière qui passe à travers ce chemin-là. Après ça, à droite du Colisée, si on continue la route longe la rivière, on arrive jusqu'à la côte, et à la côte, il y a un endroit qui s'appelle Martii Somnum, qui a une espèce de petite maison. J'imagine que c'est pas juste une maison, puis c'est juste une icône, à voir. Et puis, du Colisée vers le sud-ouest, on a une route qui rejoint une autre route qui partait de l'Exil vers le nord-est, vers le sud-est. Excuse-moi. Et donc, 2 routes qui partent vers le sud, un peu décalées, puis qui se croisent à un endroit qui s'appelle Passage Nord, qui est clairement un espèce de village à l'orée des forêts qu'on a au sud, sur le bord de la rivière, et puis ça sort d'un passage dans la forêt.
Donc, entre les montagnes, entre la forêt, entre la rivière, c'est le passage nord. On dirait que c'est la sortie de traverser la forêt. Si on va au sud, plus loin, on traverse toute la forêt. Puis on a une autre sortie, un autre point à travers cette forêt-là, en traversant une autre rivière qui s'appelle Velumviride ou Velumviride, si on prononce comme du monde. On a un village, clairement un village ici, qui s'appelle Velumviride. Et puis, quand on part du sud de ce village-là, on arrive finalement à la pointe sud de la péninsule, en longeant la côte, à un endroit qui s'appelle Passage Sud. Donc, tout ce chemin-là serait le passage pour partir de Passage Sud à Passage Nord ou de Passage Nord à Passage Sud. Pour traverser cette forêt. On a traversé une forêt. Ouais. Une forêt qui est quand même grande. Si on sait, je sais pas c'est quoi tes distances, mais ça fait quand même une bonne distance. J'ai suivi la loi de Mauger et j'ai décidé de ne pas mettre de distance. De distance, parfait. Et puis, de Passage Sud, si on longe la côte vers l'est, on arrive à Caput Mundi, que je comprends être ta capitale. Ou du moins, une place très importante. C'est sur une butte, puis il y a des murailles et un fort avec des moulins. Et ça s'appelle Caput Mundi. Ça me donne l'impression que c'est un endroit très important. Ouais. Est-ce que j'ai bien résumé? Excuse-moi, j'y ai été... T'as bien résumé, mais c'est drôle que t'aies fait le chemin inverse. Ben, c'est sûr que mon univers s'appelle Val-Terreur. Fait que là, t'es parti de Val-Terreur puis tu nous as amenés à la capitale. Dans mon dernier texte, je sais pas si tu te souviens, on suivait 3 personnages qui partaient de la capitale puis qui se rendaient jusqu'à Val-Terreur. C'est pas ton dernier texte. Ah, c'est mon avant-dernier texte? Ouais. Ouais, t'as raison. Ouais. Donc, lettre de Sixtine à Quentin. Exactement. Ouais, elle faisait exactement le chemin inverse de ce que je viens de dire. Ouais, elle partait de la capitale, elle atteignait Passage Sud, il traversait la jungle, il perdait quelqu'un, il laissait quelqu'un à Passage Nord, il se rendait au Colisée, après ça, il passait aux Galeries, après ça, il se rendait directement à Val-Terreur. Fait que moi, dans le fond, j'avais pas de disposition dans ma tête des éléments. J'ai réécouté ma lecture du texte, puis j'ai pris des notes, puis je me suis dit, bon, ben d'après moi, les choses sont placées comme ça. Fait qu'on a quand même une idée de distance, parce que je parle de jour dans cet épisode-là, mais j'ai décidé de pas mettre de distance sur ma carte. Ah, puis j'ai pas l'impression ici que... Moi, en tout cas, dans mon regard de cette carte-là, je me dis probablement que les distances sont toutes off. Exact. Genre que c'est comme la table de Peutinger. C'est pas fiable en termes de distance. En fait, c'est d'avoir une disposition qui est pas utile, mais qui est facile à utiliser. Mm-hmm. Fait que si j'avais respecté les distances, j'avais eu une pensée à ces distances-là, mais peut-être que là, j'aurais eu des trucs vraiment éloignés par rapport à d'autres. Moi, je voulais avoir tous mes lieux importants placés ensemble, puis qu'on puisse les consulter d'un seul regard. Ouais, je comprends. Est-ce que tu peux me parler un peu des choix que tu as faits? Entre autres, mettons, on commence avec les choix que tu as faits en termes de végétation, de relief, d'affaires de même. Mettons un point de départ. OK, ben oui, je savais que ma capitale était réfugiée de l'autre côté d'une jungle. Ouais. Fait que il y a 2 trucs qui font que ma capitale est séparée. C'est les formations rocheuses et la jungle. Fait que dans le fond, ma capitale était de l'autre côté. Je savais que mon premier peuple, si tu veux, là, ma première civilisation sur laquelle j'ai travaillé, je savais qu'elle s'était réfugiée dans cette jungle-là à cause du fameux goulot volance. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est une civilisation qui est quand même habituée à cette jungle-là. Surtout les gens qui y habitent encore. Fait que Passage Nord, Passage Sud, pour moi, c'est les points d'entrée et de sortie. Là, ce que je comprends, c'est que dans le cadre de Comme du Monde, tu as écrit 4 textes. Puis que pour faire ta carte, t'es parti de relire tes textes puis de trouver les informations que tu t'es comme imposé. Là. Exact. Fait que t'as le danger de t'être peinturé d'un coin sur une idée ou une autre dans ces textes-là, mais c'est pas ça qui est arrivé. T'as trouvé toutes les infos qui t'intéressaient puis t'en as fait une carte. Ouais, ben je commence à assumer que ce qu'on fait, c'est qu'on dévoile le processus. Ouais. Fait que j'aurais aucun problème à corriger des choses ou à dire finalement j'ai changé d'idée. Okay. Mais exemple, dans la lettre, ben pour moi, quand t'écris une lettre, t'es pas nécessairement en train de tout décrire par où t'es passé. Fait qu'évidemment qu'ils sont passés par l'exil. Mais elle en parle pas. Elle n'en parle pas. Je comprends. Ouais. Fait qu'il y a ça par rapport à mes choix. Dans l'iconographie, un petit peu, dans les symboles que j'ai décidé d'utiliser,
c'est une jungle pour moi, puis c'est quand même tropical, mais j'ai utilisé un logiciel qu'on reparlera dans un autre épisode, mais sur Wonderdraft, les jungles tropicales, c'est pas ce qu'il y a de plus visuellement agréable. Fait que j'ai quand même été avec des icônes classiques d'arbres. Mais donc, c'est ça, tu as utilisé Wonderdraft pour faire ça? Ouais. On a dit qu'on parlerait un moment donné de nos outils qu'on utilise, hein? Ouais. On se garde ça pour un peu plus tard? On se garde ça pour un peu plus tard. OK, parfait. J'ai le choix que j'ai utilisé, par exemple, pour représenter mes montagnes. Je sais pas si c'était comme une impression de nid de termites ou... Moi, je vois des cheminées de fées, là. Ouais, exact. Comme des hoodoo, c'est ça? Comment ça que ça? Ouais. C'est ça? C'est censé être ça? Ben, des trucs comme les piliers désertiques, là, les... Ben, je veux comme... je jongle avec les idées que les édifices sont proches des insectes un peu. Ça. C'est les édifices qui ont érigé ces Ben, que ce soit comme pas clair, tu sais, okay. puis que visuellement, ce soit ambigu. Est-ce que c'est une construction? Est-ce que c'est topographique? Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est le résultat d'un travail fait par un insecte ou une autre créature? Fait que je voulais que je voulais avoir quelque chose de très thématique pour ces chaînes de montagnes-là. Ouais, mais clairement, ça n'a pas de l'air simplement d'être des montagnes. On est dans quelque chose de plus unique aussi, que tu nous offres quelque chose qui est idiosyncratique à ta démiurgie, puis ça, c'est tout le temps cool. Là, j'ai placé aussi une structure similaire dans l'eau. Comme s'il y avait les pointes de ces structures-là qui émergeaient. Fait que je me suis gardé un petit peu, comme on parlait tantôt, je me suis gardé quelque chose sur ma carte qu'un joueur pourrait faire « Ah, moi, je vais aller voir ça. » Ah, ça fait très Atlantide, englouti, anciennement édifié. C'est ça. Fait qu'on on le voit, tu sais, de la côte. On sait que c'est là, mais on n'a pas la capacité encore d'aller l'explorer. Mais tu vois, tout à l'heure, on a parlé du monde connu ou inconnu temporel. Ouais. J'en vois là-dedans. Moi, quand je vois ça, je me dis, ça a déjà été autre chose. Puis là, ce qu'on a ici, c'est juste la version du monde connu. Cool. Tu sais, la version initiale, ça m'est inconnu. Fait que c'est intéressant d'aller le voir. Puis si on parle de ma deuxième carte, mais dans le fond, la deuxième carte, c'est comme la chronologie des différentes expansions de l'Empire. Ouais. C'était quoi l'Empire à sa première forme? Qu'est-ce qui était... Quand on a agrandi l'Empire une première fois, c'était quoi? Fait que là-dedans, j'ai comme un petit peu un historique par rapport à, mettons, c'est quoi l'exil? C'est quoi cette tour-là qui s'appelle l'exil? OK. Fait que si on regarde mes expansions... Est-ce que tu veux la décrire un peu visuellement, rapidement? Là, ouais. Dans le fond, c'est la même carte, sauf que j'ai retiré le nom des villages, villes, lieux. Puis j'ai séparé en couleurs les différents états de l'Empire. Là. Fait que je me retrouve avec une zone bleue qu'on devine être la version originale, qui est quand même très isolée puis réduite vraiment au sud de ma péninsule. Ouais. Après ça, c'est limité naturellement par les éléments de... Tu sais, ça, là, la zone bleue, je la vois comme le territoire initial d'un peuple qui est tout à fait comme classique, là, parce que c'est coupé par des structures rocheuses, par une jungle, par la mer. Fait que ça, je vois que c'est comme du world building efficace, simple et efficace, tu sais. Un peuple part de ça, normalement. Il est bloqué, fait que... Ouais, c'est ça, ton chat, il m'agresse, fait que classique du podcast, je vais le tasser. Mais c'est exactement ça. Puis ma première expansion est quand même grosse. Elle couvre comme la jungle, on se rend jusqu'aux côtes. La raison pour ça, puis là, ça, c'est toutes des choses que je vais divulguer, là, c'est pas quelque chose qu'on peut lire sur la carte. Mais mon idée, c'était que la première expansion vient d'un contact pacifique, somme toute, puis d'une entente. Fait que un contact avec des gens qui ont une facilité à se déplacer en forêt, fait que là, tout d'un coup, la jungle devient une partie de l'Empire et une grosse partie du nord de cette jungle-là fait aussi partie de l'Empire. Fait que la première expansion, pour moi, elle est pacifique en général. OK. Donc, c'est pas une conquête sanglante. Ben, tu sais, on est dans une situation où il y a eu une résistance d'un groupe, mais il y a quand même une grande partie des gens qui ont décidé de faire partie de l'Empire. OK.
Puis le Colisée est dans cette zone-là parce que pour moi, c'était une façon de gérer les récalcitrants, si tu veux. Oh oui, je comprends. Et de récompenser ceux qui se plient. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux, t'as tout compris. Fait que dans le fond, si on regarde ma deuxième expansion, elle est dans 2 zones qui sont détachées. La zone jaune, c'est mes structures rocheuses, mes montagnes, mes cheminées. Et c'est encore une fois une expansion qui a été pacifique en entièreté. Mais là, moi, je comprends pas. Ta zone jaune, c'est ta deuxième expansion, puis tout de suite, ça me pose la question. Elle est divisée en 2, puis entre les 2, il y a tout un secteur qui faisait pas encore partie de l'Empire. Fait que c'est comme, ils ont ajouté de l'ouest, tu sais, du nord-ouest, puis du nord-nord-est, mais tout un gros segment qui est en plein milieu de ça appartenant encore à des ennemis. Mais pour moi, c'est les gens qui étaient vraiment, vraiment très résistants à l'Empire qui ont été repoussés dans le territoire vert, qui est la dernière expansion. Et là, il y a eu affrontement militaire, puis ces gens-là se sont positionnés là. D'où l'exil. Mm-hmm. Dans ma tête, il y a des gens qui étaient, pendant la première expansion, qui résistaient à l'Empire, et qui ont été exilés vers ce lieu-là. Je comprends. Et on était dans une genre de confrontation à armes égales qui menait à rien. La deuxième expansion, j'en fais référence dans mes autres trucs précédents, mes autres textes, c'est les édifices qui se sont joints à l'Empire. Et ça s'est fait de façon pacifique. J'ai 2 zones qui sont complètement séparées. Mon but, c'est de laisser sous-entendre qu'il existe, à partir des galeries, une façon de voyager sous la Terre. Oui. C'est à partir de cette seconde expansion-là que là, on a vraiment pris le dessus par rapport aux rebelles ou à la résistance. J'ai pas encore de nom pour ça. Puis là, tout d'un coup, on se trouve à encercler les derniers résistants. Et dans la 3e expansion, des centaines d'années plus tard, avec des avancées militaires, puis mais là on a réussi à reprendre le territoire qui était central et à repousser encore plus les rebelles, la résistance, jusqu'à les repousser de l'autre côté de Val-Terreur. Et là, à la fin de la 3e expansion, Val-Terreur, ben, c'est la ville qui est la plus loin dans l'Empire, qui est la plus limitrophe par rapport à ce qu'on connaît pas, mettons. Ouais. C'est très bien expliqué, merci. Ça me dit aussi que si je m'en vais dans le Fog of War, je vais trouver des choses mystérieuses qui appartiennent à un monde différent, mais je vais aussi trouver des exilés. Exact. Je vais aussi trouver des anciens... des anciens, pas citoyens de l'Empire, mais résidents de cette péninsule-là qui ont été repoussés. Qui ont été déportés. Oui, qui ont été déportés. Exact. Dans ma tête, Val-Terreur, c'est un rempart aussi pour empêcher ces envahisseurs-là, mais dans le fond, ils sont juste fait éjecter de leur milieu, mais de revenir dans l'Empire. Ouais. C'est vraiment un choix que tu fais, tu sais, de faire que ton jeu, il est conçu, ta campagne est conçue pour partir de Val-Terreur puis aller vers l'ouest. Ouais. Fait qu'on a un monde connu qui est derrière nous, puis peut-être qu'il peut nous aider à fournir du background à chacun de nos personnages, mais il sera pas important on va pas le vivre au quotidien, ce monde connu-là. Pour moi, c'est comme une version géographique d'un backstory. Exact. C'est la partie super plate pour un jeu parce que toute l'aventure se passe dans ce qu'on voit pas en ce moment. Mm-hmm. Mais écoute, on sait jamais. Est-ce que ça peut être cool d'intégrer les zones de l'Empire à un moment donné à l'aventure, que ça devienne une zone d'aventure? Ben, je l'ai faite peut-être avec la partie qui est justement qui est submergée ou sous-entendre qu'il y a un souterrain, qu'il y a un réseau souterrain. Ouais. Fait que je pense que je suis quand même en train de créer dans mon monde imaginaire de jeu, je suis en train de créer des pistes intéressantes d'aventure dans ce qu'on connaît, mais pour moi, j'aurais aimé ça. Tout va se passer dans l'inconnu. Mais même si ça fait pas partie de ton aventure, ces lieux-là, j'aime cette idée-là que tous les personnages qui vont jouer au jeu, ils ont un contexte de référence semblable, puis il n'est pas extrêmement compliqué à comprendre, puis tout, fait qu'ils peuvent s'en inspirer, puis après ça, t'as un groupe de joueurs qui sont ensemble, puis qui parlent un peu de leur passé ou de où est-ce qu'ils viennent, ben, ils ont des référents communs
que tu l'auras créé. Ces référents-là vont jamais... En tout cas, ils n'ont pas pour but de réapparaître dans l'histoire que tu leur concoctes, mais eux, les joueurs, les joueuses, peuvent tout le temps faire référence à « Ouais, mais tu sais, quand j'habitais à Passage Nord, blablabla », puis l'autre fait comme « Hey! J'ai habité à Passage Nord aussi. » Tu sais, c'est comme un référent commun, puis on peut aller quelque part là-dedans. Ils peuvent travailler du backstory commun en venant des mêmes places ou en ayant croisé le même genre de monde, etc. Puis ça n'aura pas nécessairement d'impact dans l'aventure, puis les éléments purement trame narrative, mais beaucoup, beaucoup de flavor qui peut venir de là. Oui, puis je me suis laissé beaucoup d'espace négatif, dans le sens que pour moi, il y en a d'autres endroits, là. Il y a des gens qui habitent ailleurs que les quelques points que j'ai mis sur la carte. Ça, c'est les points comme importants. Il y a une raison pourquoi ils sont importants, il y a une raison pourquoi ils sont sur la carte, mais tu pourrais facilement me dire que ton personnage, il vient d'un petit village qui est tout près de l'entrée des galeries, mettons. Ouais. Ou, je sais pas moi, justement, ce village-là souffre parce qu'il est loin des routes de l'Empire. Je vois, ouais. Fait il y aurait moyen là, de dire il y en a d'autres endroits là, le territoire est quand même habité, mais moi j'ai mis les principaux points. Je comprends. Est-ce que tu me permets de te pointer des choses qui me semblent être des erreurs, puis tu me diras si ça a été réfléchi puis c'est moi qui est dans le champ? Vas-y. OK. La première chose qui me semble être une erreur, tu me diras si t'as checké tes affaires puis qu'il y a une bonne raison, mais OK. Je trouve que ta rivière est impossible. OK. Parce qu'elle se divise en 2 déversements. Puis dans la vraie vie, c'est extrêmement rare. Tu sais, des rivières, ça vient de plusieurs affluents, puis ça converge vers l'océan. Puis là, on dirait qu'elle descend, tu me corrigeras si c'est pas vrai, mais elle descend des galeries, puis elle se divise après ça vers le sud et vers l'est. Et donc, cette division-là, c'est comme la jonction exacte entre 2 bassins hydrographiques. OK, fait que dans le fond, pour moi, dans cette carte-là, les galeries, c'est le point qui est le plus haut en altitude. Mm-hmm. Il y a un plateau. Puis après ça, on descend. On descend, dans le fond, quand on va vers l'est, puis on descend quand on va vers le sud. Oui. Donc, je sais pas, là, j'avoue que cette partie-là, j'ai pas trop réfléchi. Je voulais qu'il y ait de l'eau, puis j'ai fait des traits sur ma carte. Tu checkeras tes affaires parce que je pense que c'est possible, mais c'est comme un classique de la cartographie fantasy, là, de dire « Your rivers are all wrong ». OK, ouais, bien sûr. C'est comme, parce que c'est une erreur que tous les néophytes font, mais je pense que ça existe dans la vraie vie, mais c'est juste extrêmement rare. Fait que si t'as rien qu'une rivière, puis c'est une rivière de même, faut comme que t'as back, tu sais. Okay. Si elle descend d'un plateau, puis il y a quelque chose qui fait que la rivière se divise, je pense que c'est que les seules fois où ça arrive, c'est quand c'est du terrain extrêmement plat, puis que la rivière, elle méandre beaucoup, puis là, elle va se déverser à 2 places différentes parce que c'est comme équivalent. Okay. Mais sinon, mettons, t'as un côté qui est carrément une chute, l'autre bord qui aurait pu se déverser un peu parce que ça descend un peu, va finir par s'assécher, puis ça va jamais aller là, tout va tout le temps aller vers la chute. Ben, je m'engage à soumettre une version corrigée quand on fera l'épisode sur l'hydrographie. Yes! J'aime ça. Work in progress. OK. Après ça, ben, le latin. Ouais. OK, ouais. Tu m'as dit Google Translate. Google Translate. Il y a des éléments que c'est Google Translate. Fait que veux-tu que je te fasse une petite correction? Oui, vas-y. Fait que dis-moi qu'est-ce que tu as voulu dire par Caput Mundi? La capitale du monde ou... Ouais, ça veut dire la tête du monde. OK. Ouais. Puis c'est du bon latin. OK, cool. On a une victoire. Écoute, je pense que Caput Mundi, je l'ai volé d'une carte où on parlait de Rome comme étant Caput Mundi. Là. Ne te déprécie pas. Si t'as une victoire, t'as une victoire. Je la prends. Prends-la. Velum viride ou velum viride, Ouais. ça veut dire... Est-ce que ça veut dire la peau verte, comme une peau d'animal, genre une peau Le verte? voile vert? Ah, ok, cool. Ça prendrait juste un L. Ah, OK. Velum avec un L, c'est un voile. Velum, c'est Un pelage? un pelage, ben la peau d'un animal, comme le cuir de l'animal, mais c'est à l'accusatif. Fait que ça n'aurait pas de sens dans un nom, ça serait Wellus. OK. Fait que t'as la différence entre le pelage Wellus
puis le voile Wellum. Fait que si je veux parler de voile vert, j'ai juste enlevé un L, puis je suis correct. Ah, cool. Exactement. Mon Dieu, ça va pas si pire que ça à date. Non, ça va pas se payer. Puis je pense que là, ton vert, il est au neutre. Puis je pense que Wellum, c'est un mot neutre parce qu'il finit en O, mon nominatif. Fait que Wellum Wiride, pareil, juste un L en moins. Puis Marti Somnun. Lui, il marche pas pendant tout. OK. Ben, c'est parce que tu veux dire le sommeil de Mars? Ouais. OK, fait que Somnus, c'est le sommeil. Ouais. Si je me souviens bien, c'est... Ou le repos de Mars. Ouais, J'étais là-dedans. repos. Là. Il y a peut-être d'autres mots, là, mais je comprends le mot somnus, mais somnum, encore une fois, c'est pas la version nominative. Okay. Le nominatif étant la version qu'on écrit sur une carte. Fait que, laisse-moi faire une recherche parce que je veux juste être sûr de ce que je dis pour ce mot-là, mais il me semble que c'est un mot masculin. Parce que les mots en ous sont toujours masculins d'habitude, mais il y a toujours des exceptions. OK. Donc, moi, Oui, donc c'est masculin, ce qui veut dire que somnus, c'est la version nominative. OK. Ça marche de le mettre là, avec le mot Mars, mais Marti, lui, il marche pas parce qu'il est pas au masculin singulier, fait qu'il est pas accordé. OK. Fait que ça serait Martius somnus, pour dire le sommeil martien. C'est l'adjectif. Ouais. Mais tu peux aussi dire de Mars en utilisant une autre version comme le génitif. Là, ça serait quoi? Je pense tout à l'heure, j'ai checké puis je l'ai noté là, parce que je te fais pas du latin rapide comme ça. C'est vraiment tout à l'heure, ça serait Martis. C'est ça. Donc, Mars étant le nominatif, Martis étant le génitif. M-A-R-T-I-S, somnus. Ce serait la bonne façon de dire le repos martien ou le repos de Mars. Le repos de Mars, moi, je choisirais le génitif. Okay. L'autre façon serait Martius somnus. Mais là, c'est un adjectif comme le repos martien, ça sonne vraiment comme une planète. ouais. Puis je pense que c'est le mot qui est utilisé d'habitude pour parler de la planète en science aussi. Et non, tandis que de Mars, plus le mot pour le dieu. Je parle du dieu, effectivement. Fait que ce serait... Martis somnus. Cool. Mais je me suis, hors micro, je me suis aussi... je me suis pas engagé, mais j'ai quand même émis l'idée que j'aimerais ça peaufiner mon latin, étant donné qu'il prend une place importante dans mon monde. Mais oui, tu m'as dit encore ça, tu veux devoirs. faire du Duolingo ça bol pis tout, là. Ben, oui, exact, puis il y a du monde ça bol, puis tout le monde fait ça ça tout le monde fait ça ça bol. Mais quand j'ai parlé du Duolingo, non, il n'y a pas de latin là-dessus, c'est toutes des langues qu'on utilise en voyage, là. Ils vont t'apprendre où dois-je emporter mes bagages en latin, ou commander une bière en latin. Mais j'ai vérifié, puis il y a quand même du latin disponible sur Duolingo, fait que... Cool, ben écoute, c'est une belle mission pour toi. Faut dire qu'on a tellement de temps. Exact. Hein, on est tellement libre de notre horaire, nous autres, que tu feras ça n'importe quand. T'as tout le temps juste ça du temps à toi. T'as pas une fille en bas âge. Non. Puis un groupe de musique. Un groupe de musique, puis un podcast. Job, ouais. Puis une job. Mais il y a une dernière chose peut-être. Est-ce que tu as une idée de pourquoi il y a des lieux en français, des lieux en latin? Ben là, mon sentiment, c'est que la Caput Mundi, c'est vraiment l'héritage romain. Et donc, les lieux en latin ont été fondés par les gens de la capitale. Puis que ce qui est en français, c'est juste des éléments plus récents ou pas nécessairement plus récents, mais c'est que leur vernaculaire, le mot que les gens utilisent pour en parler, est la version récente. Fait que passage sud, passage nord, ça sonne vraiment comme genre... Ça s'est développé plus récemment. Est-ce que j'ai... Je pense c'est en partie vrai. Okay. L'idée derrière le choix, là, dans le fond, c'est qu'un lieu qui est nommé en latin a une signification sacrée. Ah, ouais. Puis les lieux qui sont pas nommés en latin, ben c'est vraiment juste parce qu'il y a beaucoup de gens là ou parce qu'ils ont une fonction comme les deux passages, ben c'est des points d'entrée et de sortie de la forêt. Est-ce que le repos de Mars, c'est genre un temple? Ouais. OK. C'est pour ça que c'est comme une maison. Oui. C'est un temple. À un moment donné, j'entrerai plus en détail sur les fameux... les idoles, puis le rôle de Mars, parce que j'en ai parlé aussi dans un texte quand le soleil invincible. Ben oui. Mais peut-être quand on sera plus dans les conflits, dans les aspects militaires, technologiques, mais là, j'irai chercher c'est quoi le rôle de tout ça là-dedans. Ou quand on parlera de religion. Quand on parlera de religion, bien entendu. Ouais. L'épisode qui va être le moins controversé. Hey, est-ce que c'est tout pour aujourd'hui? C'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour? On a fait le tour. Cool. Ouais.
Le prochain épisode, on va parler de quoi? Mais le prochain épisode, je suis vraiment excité parce qu'on reçoit un ami. On va parler d'astronomie avec Jérémy Gagnon. Ouais. Qui est vulgarisateur scientifique, fait des études en physique, il est aussi enseignant. Se dit adepte de la joie cosmique. J'ai vraiment hâte de lui parler. La joie cosmique. Ouais, ça va être super cool. Fait que prochain épisode, les planètes, astres. Puis moi, je prépare du visuel encore. Création ça va-tu être du visuel en lien avec les planètes et tout ça? Je te dis pas. Ah, ok. Ben, je vais le voir rendu là. Ouais. Ben, bonne semaine, Gérard. Bonne semaine, Julien. Ça fut un plaisir. Ben oui, ça fut un plaisir, Maison. Ciao, ciao. Ciao. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.